Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je le disais tout à l'heure, les Français vous connaissent bien, écrivains, intellectuels, philosophes. Beaucoup de vos combats résonnent avec l'actualité aujourd'hui. Si vous êtes notre invité, c'est parce que vous publiez ce livre, Solitude d'Israël, aux éditions Grasset, que vous avez écrit dans la foulée des attentats terroristes du 7 octobre. On va bien sûr y revenir longuement, dans la durée, sur l'actualité également, ce qui se passe au Proche-Orient et à Gaza, bien sûr. Mais d'abord, l'actualité du jour, c'est la réélection de Vladimir Poutine ce soir, qui ne fait aucun doute. Opposition muselée, scrutin pipé. Il y a de quoi s'inquiéter d'un président Poutine qui va sortir renforcé de ce scrutin, alors que l'on voit en ce moment des images des bureaux de vote qui nous parviennent directement de Moscou. Il y a de quoi s'inquiéter? Je crois au contraire qu'il y a de quoi se réjouir, parce que l'événement du jour, c'est pas l'élection de Poutine, ça personne n'en doutait. L'événement du jour, c'est les opposants. C'est les gens qui font la queue pour protester, qui se rendent dans les bureaux de vote pour réaliser l'opération Midi Poutine, oui. Qui avait notamment lancé Alexeï Navalny. Qui a été lancé par la veuve d'Alexeï Navalny, qui prennent le risque de se faire emprisonner. Donc on voit au contraire, pour moi, la nouvelle du jour, c'est que cette fameuse opposition russe, dont on pensait qu'elle n'existait pas, que le peuple russe était abruti, vieille servitude slave, eh ben non, il est là, il se réveille et il proteste. Vous êtes sûr qu'il se réveille? Parce que bien sûr, il y a ces opérations, Midi contre Poutine, ces 74 interpellations qui ont eu lieu en Russie, mais des informations qui semblent se dessiner. Vladimir Poutine vise un score au-dessus de 80%. Bien sûr, c'est un scrutin pipé, mais est-ce que, en disant cela, vous ne sous-estimez pas le fait que le peuple russe dans son entièreté reste, sans doute faute de mieux et faute effectivement d'opposants crédibles, en soutien de Vladimir Poutine? Là, vous parlez comme vos aînés de 1987-1988 qui disaient exactement ça. Et qui disaient le mur ne tombera dinosaures, voilà, des dinosaures du soviétisme. Le mur ne tombera jamais. Brejnev, Podgorny, Gromyko ne seront jamais détrônés. Il y avait un dissident qui s'appelait Alexandre Zinoviev et qui disait que l'homme nouveau avait été inventé en Russie et que c'était l'homo soviéticus, et que ça ne changerait pas. 6 mois plus tard, le mur tombait et il y avait une éclaircie démocratique en Russie. On est peut-être, toutes choses étant égales, en 1987 ou 1988. On va voir. Moi, en tout cas, je suis optimiste. Alors que je signale à l'instant, ça vient de tomber, que Yulia Navalnaya, la veuve donc d'Alexeï Navalny, est acclamée par ses sympathisants en entrant dans l'ambassade russe de Berlin pour voter. Ça peut être ça, une personnalité qui peut au fond incarner cet espoir, je n'ose dire de renouveau, mais en tout cas quelqu'un qui peut rassembler ceux qui souhaitent essayer de se projeter dans une Russie sans Poutine? Dans ce genre de situation, quand un régime est pétrifié, quand il a la maladie de la pierre, il y a parfois un grain de sable. On la voit sur ces images. Un grain de sable qui dérègle la machine. Voilà. Alexeï Navalny, ça a failli être ce grain de sable. Quand il a diffusé sur ses chaînes YouTube les images des incroyables de la corruption Poutine. Sa veuve, aujourd'hui, peut être ce grain de sable. On verra, peut-être d'autres. Il y aura peut-être, en tout cas c'est le vœu, la prière que je fais aujourd'hui, un grain de sable qui fera dérailler la machine Poutine. Ce qui se pose aussi évidemment, c'est les conséquences sur le front ukrainien. On a beaucoup entendu, Bernard-Henri Lévy, notamment ces dernières semaines, dans la classe politique française, un parallèle fait entre les années 30, notamment 1938, l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie, des Sudètes, et la situation actuelle. Est-ce que ce parallèle, il est pertinent, et est-ce qu'au fond, par voie de conséquence, Poutine, c'est Hitler? Je sais pas si... Non, Poutine, c'est pas Hitler, mais le parallèle est pertinent. Un parallèle, ça ne veut pas dire que les deux situations sont exactement semblables. Ça veut dire qu'il y a des points communs et que l'une permet de comprendre... Lesquels? Eh bien, l'idée que si on donne quelque chose à l'ogre, ça va le rassasier. Si on lui donne un bout d'Ukraine, si on lui donne le Donbass, si on ferme les yeux sur la Crimée, eh bien, il va peut-être se calmer sur les pays baltes, sur la Pologne ou sur une attaque contre l'OTAN, contre un pays de l'OTAN. Ça s'appelle un réflexe munichois. Ça ne veut pas dire que c'est 1938. Alors, je vois des gens qui discutent. Est-ce que la position de Chamberlain était la même que celle de Dallier? Tout ça, c'est du pipeau. Pour l'instant, il y a, en effet, en Europe, dans toutes les démocraties, et c'est d'ailleurs compréhensible, une espèce de réflexe pacifiste spontané
qui fait qu'une part de nous se dit il vaut mieux n'importe quoi plutôt que la guerre. On voit notamment le chancelier allemand qui dit attention, Et naturellement. les missiles l'ont porté, il n'en est pas question. Voilà. Bon, eh bien, un bon président, François Mitterrand, avait réagi à ça avec une phrase célèbre en disant les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Et aujourd'hui, le président Macron a réagi d'une manière assez analogue en disant la Russie nous menace. Voilà. Elle nous a déclaré la guerre. Elle est plus notre partenaire. Elle est notre adversaire. Elle est notre adversaire et elle est peut-être même en train de devenir notre ennemi. Moi, c'est ce que je pense. J'ai regardé tout ça de près. J'ai été sur le terrain. Je connais un peu la situation ukrainienne. Je pense que Poutine est notre ennemi aujourd'hui. Il nous a déclaré tel. Vous savez, on est en guerre contre Vladimir Poutine? On est dans une situation que les philosophes de la guerre décrivent assez bien. Quelqu'un comme Carl Schmitt, quelqu'un comme Freud. Et le problème, c'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Vladimir Poutine, sa nomenclatura, ses idéologues de service nous ont désignés depuis des années. Ce qu'il appelle l'Occident global. Ce qu'il appelle l'Occident global, ce qu'il appelle à juste titre les démocraties, le mode de vie qui va avec, le type de liberté ou d'égalité entre les genres qui vont avec, tout ça, il lui a déclaré la guerre. Alors ça, c'est pas la guerre avec des fantassins qui vont marcher sur Strasbourg. Oui, mais sauf que justement, Bernard Lévy, vous citiez il y a un instant Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Parisien ce matin, il prend de nouveau la parole après avoir parlé jeudi. Et il dit « Des opérations sur le terrain en Ukraine seront peut-être nécessaires », tout en précisant qu'il ne les souhaite pas et qu'il n'en prendra pas l'initiative. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer à ce que des soldats français, un jour, si la situation le nécessite, aillent sur le terrain en Ukraine? Attendez, Benjamin Duhamel, quand vous avez au pouvoir d'un grand pays, faible par l'économie, Macron a totalement raison, mais grand par la puissance militaire, gangster, mégalomane, et qui a décidé de consacrer la fin de sa vie à faire la guerre à l'Occident, évidemment qu'il faut se préparer à tout. Il faut se préparer à des cyberattaques qui demain paralyseront nos hôpitaux. Il faut se préparer à une déstabilisation de nos élections. Et il faut se préparer à des menées peut-être plus directement bellicistes. Mais vous entendez les critiques d'une partie notamment de la gauche qui dit attention, ce sont des discours va-t-en-guerre. J'ai même entendu un géopolitologue dire voilà, moi je veux pas mourir pour le Donbass, faisant référence d'ailleurs à l'éditorial de Marcel Déat, mourir pour Danzig. Le pauvre, voilà. Et en plus, c'était Pascal Boniface, pour ne pas le citer. En plus, il est peut-être, je ne sais pas qui c'est, mais il est peut-être ignorant ou en tout cas un peu sot, parce qu'évidemment, s'il a vraiment dit je veux pas mourir pour le Donbass, comment voulez-vous que dans l'inconscient français ça ne résonne pas avec on ne va pas mourir pour Danzig? Évidemment. Alors c'est pas, il n'est pas Marcel Déat, mais c'est le même type de raisonnement, bien sûr. Mais quand la gauche, vous êtes un homme de gauche, vous avez même écrit, on y reviendra tout à l'heure, ce livre, Ce grand cadavre à la renverse. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez une partie de la gauche, encore ce midi, c'était hier, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui dit l'Europe de la paix, c'est devenu l'Europe de la guerre, en s'en prenant directement à ce qu'a pu dire Emmanuel Macron? Ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon est perdu pour la République. Je veux dire, cet homme qui a fondé un parti qui s'appelle les Insoumis et qui est littéralement soumis à tous les dictateurs de la planète. Dès qu'il y a un dictateur, il lui fait sa révérence, il lui fait sa génuflexion. Alors il dit, je ne veux pas faire ma génuflexion au CRIF, ça c'est son grand truc, ce que personne ne lui a demandé. En revanche, génuflexion au dictateur vénézuélien, génuflexion devant le boucher Bachar al-Assad, génuflexion devant Poutine au début, en tout cas, de la guerre en Ukraine. Maintenant, il est un peu plus prudent. Ça, il ne s'en prive pas. Donc ça, pour moi, c'est pas la gauche. Son parti s'est opposé à l'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Donc ça, pour moi, c'est pas la gauche. Voilà, quelqu'un qui s'incline devant la force, quelqu'un qui s'incline devant les impérialismes d'aujourd'hui, quelqu'un qui ferme les yeux sur le massacre des Ouïghours, quelqu'un qui ferme les yeux sur la mainmise sur le Tibet, tout ça, c'est pas la gauche. Voilà. Un tout dernier mot, Bernard Lévy, avant d'aborder votre livre. On dit souvent que vous parlez à l'oreille des présidents. Est-ce que, en ce moment, sur ce qui se passe en Ukraine, vous donnez des conseils à Emmanuel Macron? Est-ce que vous vous en entretenez avec lui? Moi, je parle à Benjamin Duhamel et je parle aux auditeurs et aux spectateurs. Je suis pas sûr d'avoir la même influence et le même pouvoir que le président de la République. Je suis même à peu près sûr que non. C'est à vous que je parle aujourd'hui et à vos spectateurs. Et je vous dis que le président de la République a été
formidable dans ces derniers jours en nous signifiant qu'il avait enfin pris conscience du fait qu'il n'y avait pas en ce moment de compromis possible avec Poutine. Après avoir dit sans doute l'inverse quand il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie il y a 2 ans. C'est parce qu'il le croyait. Ouais. Parce qu'il apprend. C'est ça la diplomatie, c'est ça la politique. Il y a un moment où vous comprenez que pour un temps, l'opposition est irrémédiable. Dans ce cas-là, vous arrêtez de perdre votre temps à téléphoner et à vous affaiblir. Vous marquez votre force, ce que le président Macron a fait, et il a pleinement raison. Et quand le Premier ministre, Gabriel Attal, a terminé son discours à l'Assemblée avec un tonitruant Slava Ukraini, vive l'Ukraine, ouais. J'étais extrêmement fier d'être français à ce moment-là. Et juste avant de passer au Proche-Orient, je signale à ceux qui nous regardent ces images de Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexeï Navalny, se rendant donc à l'ambassade de Russie en Allemagne, à Berlin, pour voter. Elle est donc acclamée. On va voir ces images dans un instant. Les voici, Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexeï Navalny. De l'Ukraine au Proche-Orient, Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël, votre livre, écrit dans la foulée, je le disais, des attentats terroristes du 7 octobre. Le mal pur, à visage découvert, gratuit, insensé, un mal radical, un événement avec un E majuscule, écrivez-vous, semblable au 11 septembre, mais aussi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est quoi le point commun entre tous ces événements et en quoi les pogroms du 7 octobre sont-ils, selon vous, un point de bascule? Point commun, il y en a déjà un ou deux, c'est Poutine et l'Iran, qui sont... le Hamas est une marionnette entre les mains de l'Iran et probablement, enfin on le sait maintenant, entre les mains de Poutine. Le Kremlin a reçu des assassins du Hamas juste avant le 7 octobre et il les a reçus après. Ça, c'est déjà un point commun. Et puis le point commun, c'est que vous avez là une sorte d'international autoritaire, totalitaire ou barbare qui fonctionne de conserve. Donc pour moi, l'Ukraine et Israël, c'est le même combat. C'est intéressant parce que certains ont vu dans ce qui s'est passé le 7 octobre une guerre de civilisation. Vous répondez à cette question et vous dites oui, c'est une guerre de civilisation, mais pas la civilisation qu'on pense. C'est-à-dire, c'est pas l'Occident contre le Sud global, c'est pas une religion contre une autre. Non, c'est la liberté contre la tyrannie. Oui, la liberté partout contre la tyrannie partout, bien sûr. Et ça, c'est deux civilisations, c'est deux manières d'appréhender le monde. Et des femmes et des hommes libres, il y en a en Russie, il y en a en Iran, et ô combien, des femmes qui payent de leur vie leur cri de liberté. Il y en a chez les Palestiniens, qui n'en peuvent plus de la dictature du Hamas, qui sont de plus en plus nombreux à essayer de dire que le Hamas les a, avec une cruauté et un sadisme ahurissant, précipités dans une impasse. Donc il y a des hommes libres partout. Et puis il y a des amoureux de la tyrannie partout aussi. Les gens qui aujourd'hui font l'éloge du Hamas en Occident, les gens qui nous disent que le Hamas est un mouvement de résistance, les gens comme cette papesse du wokisme, Madame Judith Butler, déclare à Pantin et s'apprêtait à déclarer à l'école normale supérieure avant que des anciens élèves n'obtiennent de l'école que sa conférence soit annulée. Cette dame qui dit que le combat du Hamas est un combat légitime, que c'est un combat pour la dignité. Mais cette femme-là, qu'est-ce que c'est? Vous êtes de la résistance armée. Résistance armée. Ouais. Eh bien, cette dame, elle fait partie du clan de ceux qui haïssent la liberté et qui se rangent du côté de la tyrannie. Donc c'est vrai que ces deux civilisations, alors elles ne sont pas géographiques, c'est des civilisations selon l'esprit, des civilisations selon l'idée. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce titre. Solitude d'Israël. L'État hébreu est aujourd'hui de plus en plus isolé compte tenu de la situation à Gaza. Même aux États-Unis, le président Biden se raidit face au plan de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, en vue d'une offensive à Rafah dans le sud de Gaza. Cet isolement, il est, selon vous, totalement injustifié. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous dites, au fond, c'est parce que c'est Israël. Si c'était un autre pays, les autres pays du monde ne réagiraient pas de la même manière. Est-ce que ce n'est pas aussi, en partie, la responsabilité du gouvernement de Benjamin Netanyahou? Il faut regarder les choses comme elles sont. Quand ce sont les Irakiens, les Kurdes et les Français qui menaient une guerre de même sorte à Mossoul, il y avait une coalition.
elle était nombreuse, il y avait beaucoup de pays qui étaient dans cette coalition et personne ne songeait à dire arrêtez-vous, faites la paix avec le califat islamiste, signez un traité avec Daesh. Ça n'existait pas. 20 ans plus tôt, en 2001, il y avait une vraie coalition pour attaquer l'Afghanistan qui était à l'époque sous la férule des talibans. Donc, en général, face à un événement de ce genre, il y a du monde. Là, Israël est seul. Et non seulement il est seul, mais il est attaqué, menacé, sermonné, on lui fait des ultimatums. Donc, bien sûr qu'il y a une solitude, moi, qui me désole, qui me brise le cœur, qui est injuste. Oui, mais Bernard Olivier, j'ai lu dans ce livre, mais aussi dans une interview que vous donnez aux Parisiens ce matin, cet argument, en expliquant quand la France frappait Mossoul, Raqqa pour se débarrasser de l'État islamique, personne ne demandait un cessez-le-feu. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les situations en termes de victimes civiles, en termes aussi de situation à Gaza telle qu'elle est aujourd'hui, où il y a un risque de famine, où, bien sûr, vous allez me dire, ce sont les chiffres du Hamas. Plus de 30 000 victimes depuis le début de la guerre. Est-ce que... Vous n'en savez rien. 30 000 victimes, en effet, c'est le chiffre du Hamas. On verra. Vous savez, le Hamas, dans une précédente l'ONU guerre... dit plus d'enfants morts en 4 mois qu'en 4 ans de conflit dans le monde. Le Hamas, en 2009, la première guerre de Gaza, avait dit qu'il n'avait eu que 47 ou 57 combattants morts. Un an plus tard, ils admettaient qu'ils en avaient 700 ou 800. Donc les chiffres de Hamas sont systématiquement faux, d'abord. Deuxièmement, pardonnez-moi, c'est horrible. En plus, j'ai même pas envie de parler des chiffres parce qu'il y en aurait que 10 000. Parce que par exemple, il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi la réalité qu'on voit sur le terrain, de risque de famine, d'aide humanitaire qui n'arrive pas suffisamment. C'est en ça que on se pose la question de savoir si ce parallèle avec Mossoul et Raqqa est vraiment... Mais oui, je crois qu'il est pertinent et pertinent au bénéfice d'Israël. Israël, contrairement... Moi, Mossoul, j'y étais. J'étais sur le terrain, je tournais un film pour vos confrères d'Arte, un documentaire à 52 minutes pour Arte. Il n'y avait pas des convois d'aide humanitaire qui passaient des checkpoints et qui arrivaient jusqu'aux populations civiles de Mossoul. Aujourd'hui, il y a tous les jours des camions qui tentent de passer et qui passent du côté israélien et du côté égyptien. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont passés? Ils sont bloqués par le Hamas, ils sont pillés par le Hamas, leurs marchandises sont pour une part revendues sur les marchés du Hamas, et quand ils arrivent à passer, ils sont attaqués par des pauvres gens, des damnés de... Ben oui, et on a vu ce qui s'est passé avec ce convoi, des tirs... qui ont eu lieu, plus d'une centaine de morts à l'occasion d'une distribution d'aide alimentaire. Non. Plus d'une centaine de morts, dont, là encore, c'est des comptes d'apothicaires, mais l'immense majorité, 90% de la plus d'une centaine de morts, sont morts écrasés par la foule et écrasés par les camions. Il y a eu moins de 10 morts, et c'est déjà trop, bien sûr, c'est déjà trop, moins de 10 morts, pas une centaine, du fait de tirs de panique d'un soldat israélien affolé parce que après le résultat, Bernard Lévy, du bilan est celui-là, même si effectivement ce n'est pas seulement le fait, vous avez raison, de tirs. Le bilan est là. Le bilan, c'est cette horreur qu'est Gaza aujourd'hui, et si on veut pas être complètement idiot, il faut essayer de réfléchir, de compter jusqu'à 2, de pas regarder le doigt quand le sage montre la lune. On essaye. Si Gaza en est là, l'autorité palestinienne l'a dit hier. Il y a eu un communiqué assez courageux. Si Gaza en est là, c'est la faute au Hamas. C'est le Hamas qui a décidé depuis le premier jour d'armer le piège, de le faire fonctionner, d'aller jusqu'au bout de son pari abject qui consiste à se planquer dans les tunnels et de laisser aux civils les égouts, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, les égouts, et dans le pire des cas, les rez-de-chaussée de leurs immeubles. C'est la volonté du Hamas, c'est le plan du Hamas. Vous avez 2 stratégies à Gaza. Vous avez la stratégie des Israéliens, qui marche plus ou moins, qui est de faire qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. Et vous avez mais vous avez le sentiment que cette stratégie aujourd'hui fonctionne, Bernard Lévy? Elle fonctionne autant que ça peut fonctionner. Et vous avez la stratégie... Laissez-moi finir. Et vous avez la stratégie du Hamas, qui est de faire en sorte de maximiser les victimes civiles. Ils le disent, ils l'ont dit à de nombreuses reprises. Plus il y a de victimes civiles, plus ils créeront de l'indignation, et à juste titre, bien sûr, dans les opinions occidentales, et plus il y aura de pression sur le cabinet de guerre israélien pour qu'il arrête et pour que le Hamas reste en place.
Voilà la vérité. En tout cas, la vérité, si on la saisit dans sa complexité. Mais vous évoquez dans ce livre ceux qui parlent de l'après, en disant, au fond, c'est un prétexte, parce qu'en fait, Israël, oui, les buts de guerre sont clairs, il faut détruire le Hamas, et ce n'est pas vrai de dire que, en menant cette opération à Gaza, Israël crée une génération de futurs terroristes du Hamas. Est-ce que vous comprenez les buts de guerre? Si on a toute une série de pays internationaux, même les États-Unis, qui expliquent que les buts de guerre ne sont pas clairs, qui mettent en garde Benjamin Netanyahou contre l'opération dans le sud de Gaza, ne sont pas des pays qui sont hostiles à l'État d'Israël? Alors, ils entendent peut-être mal. Les buts de guerre, il y en a 3. Et les Israéliens les énoncent très clairement. C'est libérer les otages. C'est faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes civiles possible parmi les Palestiniens. Et c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas un nouveau 7 octobre. Et pour qu'il n'y ait pas un nouveau 7 octobre, ben, il faut en finir avec les structures de commandement du Hamas, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils partent au Qatar, qu'ils meurent au combat, qu'ils soient livrés à la justice internationale, peu importe. Mais le troisième but de guerre d'Israël, c'est qu'il n'y ait pas de nouveau 7 octobre. C'est clair. Et, pardonnez-moi, mais là encore, le précédent de Mossoul, alors je sais bien qu'il ne faut plus faire des comparaisons historiques, mais enfin, c'était la même chose. L'idée des Occidentaux, lorsqu'ils appuyaient les Irakiens et les Kurdes, c'était pareil, c'était de casser le califat. Et à l'époque, tout le monde disait, mais alors attention, on ne tue pas les idées avec les bombes. Si vous tuez, si vous désarticulez les structures de commandement du califat de Daesh, vous allez multiplier les terroristes. C'est pas vrai. Lorsque le Daesh a perdu sa base territoriale, il y a eu moins de terroristes. Il y a eu bien sûr des soldats perdus ici ou là, mais l'armée du crime qui marchait à l'exaltation, qui marchait parce qu'elle pensait que Daesh incarnait une résistance arabe, etc., celle-là, elle s'est éteinte. Donc, hélas, je crois que face à des mouvements de ce genre, Daesh, Hamas, la première chose à faire, dès lors qu'ils ont déclaré la guerre et commis des actes d'une cruauté que ni vous ni moi n'aurions pu imaginer, il faut commencer par gagner sur le terrain qu'ils ont imposé, c'est-à-dire celui de la guerre. Vous évoquez dans ce livre le 8 mai, que l'on a entendu dans la foulée du 7 octobre. Certains qui, effectivement, cherchaient à trouver des excuses ou à exciper des circonstances pour certains justifier ou du moins minimiser ce qui s'était passé, ces pogroms du 7 octobre. En fait, c'est 2 8 mai. Vous avez les 8 mai dans la foulée du 7 octobre et vous avez aujourd'hui certains qui peut-être sont tentés aussi de minimiser le drame de ce qui se passe compte tenu de ce qui s'est passé, le 7 octobre. C'est une sorte de dialectique. Je recevais il y a 2 semaines Delphine Orwiller, la femme rabbin à votre place, qui de la même manière pointait du doigt ce 8 mai. Ça, c'est un drame de la période, les œillères que se mettent certains quand ils regardent ce qui se passe au Proche-Orient. Écoutez, moi j'essaie de ne pas avoir d'œillères. Absolument. Bien. Le 7 octobre, il y a un vrai mouvement d'opinion mondiale aujourd'hui qui consiste à en faire un détail de l'histoire. C'est ça le 8 mai. Le 7 octobre est un détail de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Le 7 octobre est un détail dans l'histoire de la lutte des colonisés contre tout ça. Bien. Et puis, il y a le 8 mai de ceux qui disent les victimes de Gaza, c'est un détail. Je ne pense pas ça. Absolument. Et d'ailleurs, vous revenez, il y a même un chapitre sur les enfants de Gaza, oui, où vous dites c'est insupportable. Attendez, mais moi j'ai passé ma longue vie à défendre les droits de l'homme, à dire qu'il n'y a pas des victimes coupables et des victimes suspectes et des victimes innocentes, évidemment. Mais qui est responsable de leur martyre? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Demain, Benjamin Duhamel, il n'y a plus un mort civil à Gaza, plus un. Si le Hamas libère les otages et si 2, il dépose les armes. S'il dépose les armes. Mais hélas, Bernard-Henri Lévy... Quand on perd 9 bataillons sur 12, quand on n'a plus de vraies structures de commandement, quand on en est réduit à se cacher dans les tunnels, écoutez, il y a... Vous avez raison sur ces 2 conditions, mais hélas, elles sont aujourd'hui peu probables, compte tenu du fait que le Hamas, certes extrêmement affaibli, fait tout en utilisant les victimes civiles comme les populations civiles comme des boucliers humains, en se cachant dans des tunnels où précisément ils ne laissent pas les autres se cacher. Mais là, les 2 critères que vous fixez, ils sont difficiles. Moi, j'ai lu par exemple une tribune d'Anne Sinclair, on ne peut pas suspecter d'être complaisante vis-à-vis du Hamas. Elle dit voilà, il est temps que cela s'arrête. Est-ce qu'à un moment donné, il y a aussi
compte tenu de ce qu'on voit, des scènes que l'on voit à Gaza, l'idée de dire il faut que ça s'arrête? Écoutez, il y a une chose que personne n'a essayé. Les chefs du Hamas, les chefs politiques du Hamas, vous savez très bien où ils sont chez Erdogan et ils sont au Qatar, dans des villas luxueuses, dans des hôtels 5 étoiles. Il y a une chose qu'apparemment personne n'a tenté, c'est de faire pression sur ces hommes-là et de faire en sorte que ces hommes-là fassent pression sur leurs chefs militaires, alors dont on dit qu'ils sont plus ou moins autonomes. C'est pas vrai. Je connais un tout petit peu la région. Je pense que si on dépensait le quart de l'énergie qu'on dépense à faire pression sur le cabinet de guerre israélien, si on la consacrait... Il faut faire davantage pression sur le Qatar et la Turquie en leur disant ça suffit, il faut que la guerre s'arrête. Contraignez M. Ismaël Haniyeh, contraignez M. Méchal à faire en sorte qu'ils se débrouillent. Ils sont comptables sur leur tête, ils sont comptables sur leurs cheveux de la continuation des massacres à Gaza, de la mort des civils de Gaza. Peut-être que ça changerait. Pour l'instant, on n'a pas essayé. On discute, on fait des compromis, on se réunit en Égypte, laquelle Égypte d'ailleurs se garde bien, ne fût-ce que d'entrouvrir sa frontière aux malheureux Gazaouis absolument désespérés et affamés. Mais mettre les dirigeants du Hamas devant leurs responsabilités, apparemment personne n'a l'air de penser à le faire. Bernard Lévy, vous revenez dans votre livre sur ce vent de haine contre les Juifs sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale et aux dimensions d'une tempête. Est-ce que la société française s'est suffisamment mobilisée contre la recrudescence de ces actes antisémites multiplié par plus de 3. On a encore vu très récemment une agression antisémite. Est-ce que le sursaut de la société française est suffisant? Non, je ne trouve pas. J'étais venu d'ailleurs sur votre plateau à cette place, absolument, le jour de la grande marche contre l'antisémitisme. Le jour de la grande marche. Ouais. Et au fond, ce jour-là, je me souviens, j'étais dans la joie du moment et j'avais dû tenir des propos assez optimistes. Et finalement, en y repensant, on n'était pas si nombreux. On n'était pas si nombreux que ça. Et ceux qui étaient là, c'était peut-être des gens qui étaient concernés dans leur chair. Alors c'est vrai que quand je vois des grands pans de la société civile qui pratiquent le 8 mai à gogo, quand je vois ces femmes israéliennes, c'est-à-dire ces femmes juives, qui tentent de se joindre au cortège de la journée des femmes du 7 mars et qui se font jeter de la manif, comme des malpropres, sous prétexte qu'elles sont sionistes. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a quelque chose de pourri. Oui, d'ailleurs, vous évoquez ce négationnisme en parlant du sort des femmes violées le 7 octobre. La parole des femmes est sacrée, oui, mais pas si la femme est israélienne. Ah oui, oui. Il y a une chose, une vraie avancée de nos sociétés, c'est qu'en effet, enfin, on écoute les femmes. Mais quand c'est une femme israélienne, quand sa parole est relayée par le New York Times, etc., on dit « Ah, mais attention, mais il faut voir, il faut analyser, on n'a pas de preuves. » On n'a pas de témoignage direct. Tu parles, la plupart, il n'y a pas de témoignage direct. Elles sont mortes. Elles sont mortes parce qu'on ne s'est pas contenté de les violer, qu'on les a flinguées pendant qu'on les violait, qu'on les a éventrées pendant qu'on les violait, qu'on leur a cassé les os du pubis après les avoir violées. Alors évidemment, elles ne sont plus là pour témoigner. Ça, c'est vrai. Et cette parole-là, on dit « Ah oui, c'est peut-être ça qu'il faudrait entendre. » Donc, il y a aujourd'hui en France, pas les institutions, mais dans ce que vous appelez la société civile, il y a une tendance aux 2 poids et 2 mesures dont la conséquence est qu'il n'y a pas la mobilisation qu'il faudrait. Par exemple, ce qu'on a vu à Sciences Po cette semaine, où une étudiante juive aurait été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre où se passait un événement autour de Gaza. Elle a été empêchée. Ça, c'est la confirmation de ce que... Amphithéâtre Boutmi, rebaptisé amphithéâtre Gaza. Oui. Et en effet, cette jeune étudiante empêchée d'entrer au prétexte qu'elle était sioniste. Et ça, vous savez très bien, aujourd'hui, quand on dit sioniste, ça veut dire quoi? C'est une sorte de faux-nez de l'antisémitisme. C'est un mot poli et un mot qui ne tombe pas sous le coup de la loi pour dire juif. Voilà. Alors que ce lieu de l'excellence qui a été conçu pour fabriquer, pour former les élites républicaines en soit là, ça en dit très long sur l'état de la société civile française. Et un tout dernier mot, Bernard Lévy. Vous évoquez aussi dans ce livre sur l'ambiguïté des discours politiques. Jean-Luc Mélenchon se Robespierre grimé en tartarin. Quand vous voyez que la France insoumise met en 7e position sur sa liste aux européennes une militante franco-palestinienne, Rima Hassan, qui à la question « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» répond « vrai ». Qu'est-ce que vous vous dites? Encore une fois, sur ce fameux grand cadavre à la renverse sur lequel vous écriviez il y a un peu moins de 20 ans. Mais c'est que ces femmes et ces hommes sont perdus. Le problème, c'est pas qu'elles soient franco-palestiniennes. Moi, je suis un internationaliste conséquent. Qu'elles soient franco-palestiniennes, c'est très bien. Mais qu'elles disent vrai à la question de savoir, à la question que vous avez posée, c'est horrible. Qu'elles parlent d'Israël comme d'un État colonial fasciste.
cette histoire de Israël, État colonial, j'en peux plus. Et vous l'évoquez dans votre livre. Il y a un chapitre. Vous dites, je cherche la métropole. Il y a un chapitre dans ce livre qui, j'espère, règle son compte, ferme le dossier sur cette histoire d'Israël, État colonial. Si M. Mélenchon est assez ignorant ou aussi aveuglé par la haine pour ne pas l'avoir entendu, tant pis pour lui, ciao, Pantin, t'es perdu. Voilà ce que j'ai envie de dire à Mélenchon, tu es perdu. Tartarin de Tarascon, pauvre petit Robespierre. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre, Solitude d'Israël, aux éditions Grasset. Merci d'avoir été avec nous.